Bonjour, l'Alliance française de Tunis est heureuse d'accueillir, comme disent les Italiens, niente poco di meno che Alfonso Compesi. Alors Alfonso Compesi, je ne sais pas s'il va se présenter lui-même, mais on va dire en 2 mots que c'est un grand professeur à la faculté des lettres de la Manouba, un professeur de philologie romane, et qu'il est aussi écrivain. Et on l'a invité en tant qu'écrivain à l'occasion de la sortie de son dernier livre, Terre promise. Bonjour Alfonso. Bonjour. Alors, est-ce que vous voulez vous présenter? Parce que là j'ai vu une petite présentation, pas très... Bon, donc déjà merci de m'avoir accueilli à l'Alliance française de Tunis. Et donc je me présente, je suis un Sicilien, Italien et Tunisien depuis peu de temps. Mais tunisien dans le cœur depuis très longtemps, il faut dire, parce que je suis arrivé en Tunisie en 97 et donc je suis resté en fait, je peux bouger. Et même si, bon, j'ai quand même un peu une histoire l'histoire de ma famille qui est aussi qui est arrivée en Tunisie, la famille paternelle et maternelle, en 1860. Donc, et après, il est parti. Donc, ils sont partis en 1943. Pour me présenter, bon, je suis, comme tu as dit, professeur à l'université à la faculté des lettres de l'université de la Manouba, et j'écris depuis pas mal de temps. Et ceci est mon Terre promise, mon premier roman, vu que je m'intéresse toujours un peu à la Méditerranée, à l'immigration italienne en Tunisie entre le 19e et 20e siècle. D'un point de vue académique. D'un point de vue académique. Et voilà, et donc de recherche, bien évidemment. Et voilà, donc ça c'est un peu mon domaine, mon camp de recherche, et l'émigration sicilienne, parce qu'elle retrace un peu aussi l'histoire de ma famille, donc voilà, donc c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Bien. Justement, Alfonso, moi la question que je m'étais posée en lisant ton récit et Terre promise, c'est peut-être les motivations qui t'ont poussé à écrire un récit après des années de travaux de recherche académique, d'enseignement. On sait que vous êtes spécialiste de la Sicile et de ses rapports historiques avec les autres, disons, cultures. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à un récit? Donc de sortir de ce cadre académique pour vous intéresser à la littérature. Alors, c'est vrai que c'est un peu un parcours un peu... bon, pas bizarre, mais bon, je n'avais jamais pensé d'écrire un roman, parce que je me disais, je ne pense pas être capable d'écrire un roman, parce que bon, il faut penser à une histoire, articuler cette histoire tout au long d'un livre, et je me suis dit, bon, je ne pense pas pouvoir le faire. Et pourtant, bon, j'avais plein d'amis qui me demandaient, mais pourquoi tu n'écris pas un roman? Pourquoi tu n'écris pas un roman? Ça serait peut-être même pour le public, enfin, assez plus large, parce que, bon, c'est vrai que quand je parle de l'histoire des Arabes, de la domination arabe en Sicile, ou des Normands, de manuscrits, etc., quand même, c'est un peu plus, un public un peu plus réduit, plus restreint, et universitaire surtout. Alors que le roman, bon, ça pourrait être lu un peu par tout le monde, et surtout on me disait, voilà, et tu écris dans une façon assez facile à comprendre, donc il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de choses assez compliquées, enfin, pour que tout le monde puisse le lire. Et donc c'était ça. Et alors le but, c'était un peu et le but c'est depuis bon, longtemps maintenant, vraiment de diffuser cette histoire des Italiens de Tunisie à plus large échelle. Et je pense que donc un récit peut être plus facilement lu déjà et diffusé en même temps. Donc c'était un peu ça, voilà, pourquoi je me suis mis à écrire un roman. Et je pense que je continuerai un petit peu parce que bon, ça m'a plu l'histoire. Donc,
Oui, vas-y. Non, justement, tu dis que c'est un roman, il n'y a pas de problème, mais la question qu'on se pose, c'est que ce personnage, Hilaria, est-ce qu'elle a vraiment existé? Ou est-ce que c'est dans ta tête, c'est un personnage inventé? Alors, c'est un personnage inventé, mais qui quand même est un personnage qui incarne beaucoup de personnages qui ont réellement existé. Donc, c'est vrai que c'est un roman qui n'est pas du tout inventé, parce qu'il y a beaucoup de connotations historiques, et voilà, même en parlant après de l'Afrique du Sud, donc de l'apartheid, etc. Et pour la Tunisie, et surtout, donc, c'est vraiment... C'est pas un roman historique, mais quand même il y a beaucoup de connotations historiques. Donc le personnage d'Hilaria, c'est parce que d'abord c'est une femme, et donc en étant un grand féministe, et j'appuie vraiment toute ce processus d'égalité des femmes. Donc je voulais que l'héroïne soit une femme déjà. Et après, bon, c'est vraiment la femme qui est partie de Sicile. Donc, elle raconte vraiment l'histoire de beaucoup de familles qui sont parties de Sicile pour arriver et débarquer donc, en Tunisie. Donc, l'ancrage historique est évident dans le récit. Les références à l'histoire de l'époque sont très nombreuses. Il y a même, je dirais, des illustrations qui nous mettent un tout petit peu dans cette voie. L'illustration de couverture, bien sûr, mais également cette photo de famille à la fin de l'ouvrage, Tunis, 1956, la famille Gandolfo, quittant Tunis pour Favignana. Bien, donc on retrouve à la fois le village qui est réel dans le récit, et cette famille qui ne peut pas nous empêcher de faire une sorte de rapprochement avec ce qui se passe dans le récit. Alors pourquoi cette photographie? Très très bonne question, parce que là, cette photographie elle a toute une histoire. Alors, la famille Gandolfo était des Siciliens de Tunisie. Ils sont rentrés et de Favignana, donc ils sont originaires de Favignana, de cette île qui se trouve en face de Trapani et qui fait partie de l'archipel des îles Egades. Et donc, la fille qu'on voit, enfin, l'aînée, je pense, de cette famille, était mon professeur de français au lycée en Italie. Et donc, Maria Rita Gandolfo, et Maria Rita voilà, après on est devenus amis, on était très bons amis, donc elle s'est installée à nouveau à Favignana. Et voilà, donc je me suis dit, ça serait bien d'avoir aussi la photo d'une famille de Favignana venue, donc est restée à Tunis pendant très longtemps, et après, voilà, rentrer encore une fois à Favignana. Donc c'est ça l'histoire de cette photo. D'accord, donc somme toute il y a une sorte de va-et-vient voulu, involontaire, entre l'histoire et la fiction. Ah oui. C'est vrai qu'il y a un va-et-vient. Depuis la nuit des temps, en fin de compte aussi. Donc, va-et-vient entre cette Sicile et cette Tunisie. Et donc, dans le récit, il y a bien évidemment ça aussi. Et cette émigration, surtout, vers le sud. Donc, c'est ça alors que beaucoup considèrent de nos jours anormal, un peu bizarre, mais parce que c'est normalement du sud vers le nord. Mais alors, bon, il faut rappeler à beaucoup de monde, et surtout en Europe, qu'on a eu cette émigration du nord vers le sud, et voilà, et que la Tunisie était un pays d'accueil. Ça, c'est aussi l'objectif de ce roman. Je ne sais pas pour les femmes, mais moi, il y a quelque chose qui m'a un peu déçu. En fait, quand il je voulais le bon accent, quand Hilaria vient en Tunisie, elle se marie, elle s'en va. Donc, en fait, l'épisode tunisien n'est pas très long, il y a quelques années seulement. On est resté sur notre marge. C'est vrai, et vous n'êtes pas les premiers. Ça y est, elle s'en va. C'est vrai, vous n'êtes pas les premiers à me le dire. Mais je ne sais pas pourquoi après en réalisant, je me suis rendu compte que c'était plus court par rapport à l'Afrique du Sud, alors que j'aurais pu parler beaucoup plus de la Tunisie. Et je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas vous répondre, mais c'est vrai que dans cette petite partie, il y a, c'est le bonheur. Alors, parce qu'en fait, il y a l'amour, il y a le travail, il y a la dignité, et il y a après ce succès
et ses départs vers le sud encore. Donc, je crois que j'ai voulu mettre un peu l'accent, vraiment une immigration sud-sud, même en parlant de la Sicile, est-ce qu'on peut parler de la Sicile en tant que nord? Donc peut-être c'est aussi... Ça dépend du point de vue. Ça dépend du point de vue, voilà, comme pour la Tunisie par exemple. Mais c'est vrai que c'est en tout cas vraiment vers le sud, et alors jusqu'à la pointe la plus extrême du continent africain, qui est justement l'Afrique du Sud. Mais c'est vrai ça, ce que vous dites. Donc même moi, après, ça m'a laissé un peu sur ma faim, parce que j'ai dit, bah, c'est vrai, j'aurais pu parler un peu plus. Et pourquoi l'Afrique du Sud? L'Afrique du Sud, pourquoi? Parce que quand j'étais jeune, et donc j'étais étudiant à la fac à Palerme, je me suis beaucoup intéressé à ce pays. Et surtout, c'était le moment où on faisait des manifestations contre l'apartheid. Et alors, c'est un pays qui m'a toujours, que j'ai visité une fois, et qui m'a toujours capturé, enfin, donc, et intéressé, bon, même du point de vue historique, après avec Nelson Mandela, et cette période de l'apartheid qui m'avait beaucoup bouleversé à l'époque, et donc je faisais vraiment partie d'un groupe où on travaillait vraiment, et on manifestait contre l'apartheid, etc. Donc l'Afrique du Sud reste aussi un pays que je garde, en fait, dans mon cœur, et pas bien évidemment comme la Tunisie, hein, que bon, c'est déjà, c'est mon pays aussi, mais voilà, bon, donc l'Afrique du Sud, c'est un peu pour ça. D'accord. On parlait tout à l'heure de géographie, de cette sorte de pérégrination des Italiens vers le Sud. Je trouve personnellement que le fait d'avoir choisi cette sorte de mise en abîme sud-sud, on va toujours vers le Sud, est très intéressante parce qu'elle chasse tous les clichés finalement qui tournent autour des Italiens, d'une certaine façon, hein, en tout cas à notre regard nous Tunisiens. Donc ce n'est plus la migration vers l'ouest, vers les États-Unis, qu'on voit souvent dans le cinéma, d'ailleurs particulièrement le cinéma américain, mais aussi italien bien sûr. C'est un autre type de migration qui commence à être revu, signalé, étudié, et tu fais partie donc justement ces chercheurs qui ont beaucoup travaillé sur cette dimension-là. Donc il y aurait la géographie, donc la Sicile qui est très très bien décrite d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé les passes siciliennes dans ce récit, la Tunisie, un tout petit peu comme une sorte de tremplin, donc on passe par la Tunisie pour mieux sauter en quelque sorte et aller vers le sud. Il y a aussi l'histoire, bien, et justement ma question porte sur l'histoire. Moi il y a quelque chose qui m'a un peu dérangé à la lecture de Terre Promise, c'est un peu ce décalage historique que j'ai remarqué. C'est-à-dire, pour nous, l'immigration italienne, c'est la période de la colonisation, bien entendu. Le départ des Italiens, c'est 43, c'est la fin de la guerre, et c'est peut-être un peu plus tard, 56, etc. Et puis, d'un seul coup, on se trouve dans une période beaucoup plus récente de l'histoire, qui est la lutte donc des Sud-Africains pour la libération, etc. Alors, comment expliquer ce décalage? On a l'impression de sauter aussi dans le temps, pas uniquement géographiquement, mais également dans le temps. Oui, c'est vrai, et c'est tout à fait programmé, en fin de compte. Oui. C'est pas les hasards, etc. Et bon, je me suis dit que c'était un peu, comment dirais-je, je lis plusieurs romans où en fait il y a ce décalage historique aussi. Et donc je me suis dit, est-ce que ça peut déranger ou pas les lecteurs? Si, c'est-à-dire, moi, je le fais tout naturellement, hein, donc c'est pas un truc assez programmé. Mais après, je me suis dit, est-ce que franchement, ça peut déranger les lecteurs en parlant de deux périodes différentes? C'est vrai que, bon, l'autre motivation, c'est que, bon, parler de l'Afrique du Sud de 40-43, j'avais pas grand-chose à dire, ça il faut le dire aussi. Donc, je n'avais pas assez de documentation pour pouvoir écrire sur ça. Et alors, je me suis dit, bon, je ferai deux moments différents, même s'il y a une sorte de continuité, mais bon, c'est vrai que du point de vue chronologique, il y a une rupture, ça il faut le dire. Mais bon, est-ce que je me suis dit, est-ce que ça peut déranger ou pas vraiment les lecteurs? Ou peut-être ça peut, je ne sais pas... Moi, ça ne m'a pas tellement dérangé, ça m'a un peu désorienté, parce que, au fond, je me suis rendu compte que j'avais un horizon d'attente en lisant ce type de récit écrit
par un Italien, un Sicilien. Donc je m'attendais à trouver une histoire de Sicilien, limitée dans le temps, dans l'histoire en quelque sorte. Et là, j'ai découvert autre chose. Donc ce n'est pas tellement... donc c'est plutôt une forme de... on va dire de désorientation par rapport à mon horizon d'attente, c'est tout. Hein. Mais sinon, évidemment... Tout à fait. Tu as tous les droits en tant qu'auteur. Bien sûr, c'est la liberté de l'auteur, du romancier. Alors il y a quelque chose qui m'a beaucoup intrigué dans ce roman, c'est la présence du religieux. Il y a souvent une interrogation par rapport à Dieu, à sa présence, à un certain moment, il y a même une espèce de peur du blasphème. On ne comprend pas très bien, par exemple, la réaction du mari quand elle demande, donc je ne vais pas spolier, hein, ne vous inquiétez pas, quand elle demande donc, à un prêtre qui va mourir s'il pouvait lui faire un signe, lui dire il y a quelque chose de particulier qui me dit que quand même le religieux, ça a de l'importance chez toi. Alors, moi, tout ce que j'ai voulu un peu... C'est vrai que le côté religieux est assez présent dans ces livres. Mais c'est plutôt un côté de questionnement sur la présence des dieux, sur la justice divine, etc. etc. Et donc, moi, ce que j'ai voulu faire passer comme message, c'est plutôt ça, plus qu'une grande croyance, en fin de compte. Donc, et ce personnage d'Hilaria, qui d'ailleurs, déjà le nom, c'est une prédestinée, parce qu'Hilaria, c'est pas du tout un nom sicilien. Alors, bon, maintenant, oui, on trouve de tout, mais... Hilaria Clinton, c'est pas ça. C'est pas ça. Et donc, bon, c'est vrai que c'est un nom plutôt du centre-nord. Donc, appeler quelqu'un, alors qu'en Sicile, c'est toujours Maria et Giuseppina, et je sais pas encore, mais alors appeler Hilaria, c'était donc, déjà le nom Hilaria, c'est un peu choisi parce que pour dire, voilà, déjà c'était une prédestinée. Et après, bon, quelqu'un qui vit dans un milieu assez défavorable, surtout économiquement et culturellement défavorable, parce que bon, elle est dans cette petite île, donc oubliée un peu du monde, et elle est dans la fille d'une prostituée, et d'un père inconnu, etc. Mais malgré tout, est quelqu'un qui a une grande intelligence. Et donc, elle se questionne même donc, sur l'existence de Dieu, sur pourquoi cette injustice. Je sais pas, il y a des passages où il dit pourquoi il y a des gens qui restent et qui travaillent, et moi je dois quitter mon pays, voilà, émigrer, etc. Donc, le point religieux est plutôt ça, c'est plutôt ce sont des doutes, des points d'interrogation que le personnage se pose. Et bon, il y a des maris qui peuvent être un peu plus croyants, qu'après c'est en français, mais Cardoso, alors bon, c'est d'origine aussi italienne ou sicilienne, qui est peut-être un peu plus, plus croyant, mais Hilaria, bon, par contre, elle est un peu assez rebelle sur cette question. Elle est de gauche, hein, oui, évidemment. Elle s'est formée avec la lecture de romans et des livres tout à fait de gauche, assez trotskiste même, je dirais. C'est beaucoup de références à la littérature, surtout la littérature italienne. Gramsci, voilà. Pirandello, voilà, exactement. Il y a aussi quelque chose qui nous touche, nous, particulièrement, c'est une référence à la Rai, à la chanson italienne des années, je sais pas, 60, 70. Et là, je ne sais pas si on le sait, on n'avait qu'une seule télé. Il y avait la Rai. Uno. Il y avait Rai Uno. Non, c'était pas Uno, il y avait Rai. Uno, c'est après, quand il y a eu la douée. Là, il y avait Rai, uniquement Rai. Tu es trop jeune, tu es beaucoup plus jeune que nous. Et donc, il y avait Rai. Et en fait, il y avait une seule chaîne qui avait 1 heure ou 2 heures d'émission en arabe, et puis hop, on revenait à la Rai. On avait la Rai. Et donc, ceux qui ont mon âge, et ceux qui sont de ma génération, ont été imbibés par la culture de la Rai des années 60 et 70. Et là, je trouve des auteurs, des chanteurs, des animateurs de cette époque-là. Il y a Franco Franchi, Tizio Grassia, je sais pas, et en fait, cette culture-là
est quelque chose qui nous a permis à avoir cette ouverture sur l'autre, et c'est quelque chose qu'on retrouve à la lecture de ce roman. Et qui vous appartient aussi, parce que... Tout à fait, hein. Voilà. Alberto Lupo Fernandel, Gino Cervi, Amedeo Nazzari, le beau gosse. Et parmi les chanteurs, c'était Gino Latilla, je ne connais pas, Orietta Betty, Bobby Solo, on le connaît, Patti Bravo, Modugno, Nel Blue, Dipinto di Blue, c'est absolument extraordinaire. Oui, oui, en fait, il y a tout ça, parce qu'en fait, il y a aussi l'arrivée de la télé en Sicile, et donc ce qu'on faisait, c'était, enfin, ce qu'il faisait plus, c'était un peu d'avoir quelqu'un qui avait une seule télé, et tout le monde venait voir, voilà, on se réunissait, donc, et voilà, donc c'est un peu ça, parce que bon, j'ai entendu ça aussi, raconter ça par ma grand-mère, par ma famille, et donc qui disait un peu comment ça s'est passé quand quelqu'un avait la première télé à la maison, et avec voilà, tous les chanteurs, même après Sanremo, la musique, le festival de la musique italienne, etc. Alors, j'aimerais revenir un tout petit peu au statut du personnage principal du récit, donc qui est celui de Hilaria. C'est un personnage qui n'est pas tellement nuancé quand même. C'est un personnage qui me semble un peu trop positif. À qui pratiquement tout réussit. C'est quelqu'un qui lutte, c'est vrai, qui pense, qui agit. Pour un personnage de roman, je dirais, je n'ai pas trouvé de faille chez ce personnage. Ce qui m'a un peu gêné, parce que je suis habitué à la lecture de romans où le personnage a toujours une faiblesse quelque part. Mais ce personnage est un personnage extraordinaire, hein. C'est un personnage à qui absolument tout réussit. Hein. Alors, comment expliquer cet idéalisme autour du personnage? Comment l'expliquer Bon, je pense qu'il faut partir déjà d'un... Moi, je suis un optimiste en général. Donc déjà, il faut partir peut-être de ce point, en étant optimiste, peut-être que les choses marchent mieux par rapport à quelqu'un qui est plutôt pessimiste. Alors, bon, c'est vrai qu'il y a ce personnage qui... bon, peut-être aussi parce qu'elle est tellement poussée par la misère et quand même, elle a souffert pendant certains moments, hein, donc tout lui réussit après. Donc, mais au début, bon, c'est vrai que c'est dans sa petite île, elle n'est pas du tout gâtée. Et donc il y a une injustice qui est bon, dans sa période de l'enfance, de la puberté. Et après, c'est vrai que tout marche bien. Bon, mais... Elle a l'attentat quand même. Bon, après, oui, après à la fin, bien évidemment, alors, ça dit tout marche bien. On va tout dire, voilà. Mais oui, après, il y a ça aussi, vers la fin. Donc, non, moi je pense que c'est un peu c'est aussi mon point de vue de voir un peu la vie en fin de compte. Et en même temps, c'est parce que pour moi la période tunisienne, c'est un peu ça. Donc c'est un peu déjà cet amour pour l'écriture qui m'a été donné par la Tunisie. Donc je dois dire que c'était un pays qui m'a poussé à faire ça, à écrire, où j'ai rencontré plein de gens. Donc ce sont des années positives au maximum. Et je pense que j'ai dû, dans une façon ou dans une autre, un peu faire cette projection voilà, sur ces personnages. Donc c'est un peu, je pense que c'est un peu ça, mais ça c'est vraiment du tout inconscient, hein. C'est pas du tout voulu. Et bon, j'ai vu qu'il y a cette femme qui, oui, où tout lui réussit en fin de compte. Hein. Donc au moins en Tunisie, la période tunisienne. Voilà. Oui, de toutes les façons, bon, on a besoin de personnages positifs. Absolument, en ce moment, on a besoin d'idéaux. Hein, et ce qui accentue peut-être cet aspect positif, c'est qu'elle soit femme aussi. Hein, donc c'est important. Donc c'est un récit qui se lit avec énormément de plaisir, beaucoup d'intérêt aussi. C'est un récit dans lequel les personnages réfléchissent réellement. Hein, ils se posent des vraies questions. Hein.
y compris d'ailleurs des questions qu'on pourrait ne pas se poser quand on est de gauche. Je veux dire, la question religieuse, par exemple, est posée. On a tendance à évidemment considérer que la culture catholique est incompatible avec une forme de peut-être d'engagement social. Ce récit démontre le contraire, hein, et c'est une bonne chose, je trouve. Donc, toutes ces entorses à la règle générale et au cliché m'ont beaucoup plu dans le récit. Flaubert disait, Madame Bovary, c'est moi. Est-ce que Campesi dit c'est moi. Une partie, oui. Une partie, je pense que oui. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup. Il y a ces contradictions, il y a parfois de voir le monde au noir ou blanc, ou encore l'optimisme, encore l'amour pour un pays comme la Tunisie. Donc oui, il y a beaucoup de choses mais que je me suis rendu compte après. Hein. Ça veut dire, bon, parce que quand j'écris après, quand j'ai relu, etc., je me suis dit, mais il y a certaines choses quand même qui me ressemblent dans ce personnage. Et je vous promets que ce n'était pas du tout voulu. Bon, c'est sorti comme ça. Donc, mais voilà, mais je pense que oui, tout à fait. Et j'aimerais quand même, j'insiste énormément sur cette dimension-là, j'aimerais revenir à l'horizon d'attente du lecteur. Les lecteurs sont très différents, bien évidemment. Moi, je vais partir tout simplement de l'horizon d'attente d'un lecteur tunisien, qui est moi. D'accord? Bien. J'ai lu quelques récits autour de l'immigration sicilienne, etc. J'ai lu aussi quelques-uns de tes ouvrages de recherche, que j'ai chez moi en bonne place dans ma bibliothèque. Hein, je peux te le certifier. Non, c'est la question qui m'intéresse énormément. Comme l'a dit ici tout à l'heure, notre génération a été marquée par une présence italienne, même si elle était, je dirais, elle n'avait pas de poids à l'époque, d'accord? Mais quand même, on avait des voisins qui étaient italiens, qui étaient siciliens, etc. Et donc on a gardé ça dans la tête. Dans nos souvenirs. Donc, mon horizon d'attente, lorsque j'ai lu ça, j'ai lu, comment il s'appelle, celui qui a écrit des récits sur l'immigration, Augugliolo, voilà, je me trompe sur la prononciation. J'ai lu son récit sur la partenza, je crois. La partenza, oui, en deux tomes, et qui c'est une sorte de saga familiale, j'ai beaucoup aimé ce récit. Donc, en lisant Terre Promise, je m'attendais à trouver la même démarche. Mais là, j'étais complètement désorienté, je reviens au mot désorienté, parce que je n'ai pas trouvé la Tunisie, suffisamment de Tunisie, je dirais, d'accord? Je n'ai pas trouvé de Tunisiens. Il y a des Tunisiens, les Tunisiens italiens, bien entendu, ils sont Tunisiens à part entière pour moi, d'accord? Mais je n'ai pas retrouvé des Tunisiens musulmans, par exemple, dans le récit. Ce qui m'a un peu désorienté aussi. Donc, encore une fois, c'est à la fois, je pense que c'est à la fois négatif dans la mesure où ça traduit une part de la réalité, mais pas toute la réalité, dans sa complexité, je dirais, mais c'est très positif aussi parce que ça désoriente le lecteur. Désorienter le lecteur. Voilà, donc, je voulais vraiment exprimer cette sorte de... Oui. Bon, ça me fait plaisir en même temps, hein, parce que c'est un livre, donc ça me fait plaisir, surtout que vous l'avez remarqué. Mais il faut dire aussi, même la période, c'est une période qui est assez spéciale, parce qu'en fin de compte, 1943, la fin de la guerre, 43-44, etc., c'est pas vraiment la grande vague d'émigration sicilienne vers la Tunisie. La grande vague, c'était à la fin du 19e, la deuxième même moitié du 19e. Et après, les années de l'indépendance, c'est les départs. Donc là, bon, encore, il n'y a pas des gens qui partent, mais il y a aussi des gens, donc à la fin de la guerre, il y a des gens qui arrivent. Mais ce n'est pas la grande vague, donc mais ça existait, donc c'est historique, c'est pas inventé. Et là aussi, donc vous voyez, je ne sais pas, moi je voulus un petit peu, peut-être sortir un peu des clichés ou de la grande histoire, un petit peu, et donc essayer de trouver des petits créneaux.
Alors que bon, dans le roman, jamais on parle que voilà, les Italiens sont arrivés en 1945. Pas du tout. Déjà, c'est plutôt l'année qui annonce le départ. Voilà. Et alors qu'on les a eus quand même. Donc on a eu des amis qui sont arrivés à cette époque-là, parce qu'après la guerre, bon, la Sicile était totalement détruite, et donc voilà, économiquement et tout. En fait, quand les Français ont colonisé la Tunisie, il y avait beaucoup plus d'Italiens que de Français. Beaucoup plus d'Italiens que de Tout à Français. fait. Alors, pour trouver c'est assez compliqué de trouver les chiffres exacts. Parce qu'enfin, bon, selon ce que j'ai pu consulter au consulat d'Italie, au consulat de France, pour la même période, il y a des chiffres qui sont totalement différents. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'un côté comme de l'autre, on essayait d'augmenter le volume, le nombre d'Italiens et de Français. Donc, bon, ce qu'on sait, c'est que quand même, on est arrivé à avoir une colonie qui dépassait les 100 000, même 130 ou 160 000, et qui est énorme, parce qu'à l'époque, on avait une population tunisienne qui ne dépassait pas, je crois, 2,5 millions ou 3 millions au début, à la fin. Donc, quand même, c'est assez important. Et tu connais l'histoire de la Schiaf? Et le scafo di Tunisi, bien sûr. La Donc, Schiaf, de Tunis. Tu l'expliques? Voilà, oui, mais parce que la gifle de Tunis, le scafo di Tunisi, c'était un peu ça. C'est-à-dire que les Italiens, ils avaient toujours des prétentions, disons comme ça, sur la Tunisie. Et au moment où, après, les Français prennent donc occupent la Tunisie. Ils ont considéré cela comme une gifle. Voilà, ils ont considéré ça comme une gifle. Et voilà, mais les histoires sont énormes. Ces conflits qu'il y a entre Français et Italiens, parce que quand même c'était une communauté, une collectivité assez importante. Et en même temps, il y a aussi remarqué autre chose pour l'époque après 45, enfin 40-45. Et c'est une époque où il y a des gros conflits entre les Italiens et les Français. Et pourquoi? Parce que bon, les deux pays sont en guerre déjà, et après parce que donc beaucoup d'Italiens seront considérés par les Français comme des fascistes et mussoliniens, donc disons. Et donc on a une période assez difficile pour la collectivité italienne, considérée fasciste, mais beaucoup ne l'étaient pas. Et cette période, c'est une période d'expropriation des biens de la part des autorités françaises. Donc c'est pour ça qu'on a en même temps un départ de la Tunisie vers l'Italie ou vers la France, etc., ou vers les États-Unis. La plupart de ma famille est partie d'ailleurs vers les États-Unis. Et d'autres qui à la fin de la guerre arrivent. Donc c'est vrai qu'il y a un peu tout ça dans cette période de 40-45. Donc c'est voilà, assez particulière pour la communauté italienne, en fait. Voilà. Oui. J'ai suivi un cours pour l'apprentissage des scénarios. Et c'était une Américaine qui nous a dit, il faut que dans le scénario que vous allez écrire, il faut qu'il y ait une phrase qui puisse résumer l'ensemble. Et alors, on peut appliquer cela à ton roman, et je l'ai trouvé cette phrase, qui résume, enfin, qui donne l'esprit. Alors, c'est à la fin, c'est vers la fin. Il faut qu'ils soient d'accord. Voilà, je ne sais pas, c'est juste un mot. En fait, regardez, elle croyait au bien, ce bien fait aux plus pauvres, aux plus besogneux. Et ceci, pour elle, venait de sa condition d'émigrée dans un pays d'accueil comme la Tunisie, qui sut la construire en l'accueillant et en lui inculquant les principes élémentaires du respect entre gens de cultures différentes, sans jamais se sentir étrangère aux yeux des Tunisiens, que les Siciliens appelaient Arabes ou Maures, et parce que les Italiens de Tunisie étaient aussi des Tunisiens. Voilà. Oui, c'est un peu la quintessence. Ça résume un peu tout ça. Bon, tous mes livres, en fait, parlent du dialogue interculturel. C'est vraiment mon cheval de bataille. D'ailleurs, je suis président de cette association chaire universitaire, qui est la chaire Sicile pour le dialogue de culture et civilisation, qui a son siège à la Manouba. Et c'est vrai que c'est un peu ça. Ça veut dire, il y a
ce que j'ai vécu moi aussi, et ce qu'on m'a toujours dit, même de ma famille de Tunis, me disait, mais nous, on a appris à vivre avec des musulmans, avec des juifs, et, à partager les moments de fête entre ces communautés, etc. Donc ce n'est pas vraiment comme ça quelque chose d'inventé, d'idéalisé, etc. C'était vraiment la réalité. Et moi, bon, maintenant, donc, je suis arrivé de France en 97, et là, c'est vrai que cette Tunisie m'a donné l'espoir de se vivre ensemble. Et malgré tout ce qu'on vit maintenant, avec toutes les difficultés, tous les problèmes qu'on a, etc., moi je pense toujours que ce pays reste un pays de dialogue. J'en suis fort convaincu et qu'on ne peut pas effacer ça, malgré tout, malgré les courants obscurantistes, etc., qu'on a un peu partout, même en Europe d'ailleurs, mais ça, pour moi, c'est très important. Et donc, c'est vrai que cette phrase était un peu ça, c'était un peu pour vouloir un peu résumer tout ça. Donc, vous avez très très bien vu, et ça résume ça résume cet apprentissage des vivre avec l'autre. Et c'est très important. Et j'y crois profondément. Et je trouve malheureusement que dans certains pays, surtout en Europe, il n'y a plus ça. Il y a tellement d'égoïsme, on est tellement renfermé en nous-mêmes et on a toujours peur de l'autre, alors qu'ici, je pense encore, on y va vers l'autre. Malgré tout, on y va vers l'autre. Alors je ne trouve plus ça en Europe, malheureusement. Alors que l'Italie était pourtant un pays où un paese della dolce vita, où tout était la vie souriante, tout le monde souriait à ça, la facilité de vivre, etc. Et voilà, c'est plus le cas malheureusement. Oui, malheureusement. Un remerciement particulier à Michel Augugliolo. Voilà, Michel Augugliolo. C'est difficile à prononcer parce qu'en fait c'est un nom qui était déformé par quand ils sont arrivés en Tunisie. Donc c'était des Siciliens. Enfin le nom est un peu Augugliaro, mais bon. Et ça arrivait souvent, hein, parce que bon, parfois on ne comprenait pas si c'était un O, un A, ou sinon on changeait carrément de nom, etc. Et donc Augugliolo, c'est un nom qui est très bizarre, et Michel qui fait partie de cette migration sicilienne en Tunisie, qui a écrit donc les deux tomes sur la partenza, le départ, et il m'a aussi beaucoup aidé parce que je l'ai consulté, etc. Maintenant elle habite en France. Et donc, m'a donné beaucoup de choses que moi que je ne connaissais pas. Bon, par exemple, pour vous citer une chose, c'est l'aéroport. Moi, quand j'écris, je parlais à l'aéroport actuel. Alors, il m'a dit, Alfonso, non, pas du tout, c'est pas ça, attention, c'est pas ça, je parle à Wina, etc. Donc, il m'expliquait beaucoup de choses. Donc, j'ai voulu le remercier quand même dans ce livre. Voilà. Il y a aussi beaucoup d'humour, on n'a pas parlé de cet aspect. Il y a beaucoup des passages qui sont à mourir de rire. Par exemple, les enfants trouvés, à qui on donne un nom de famille Verdi, et forcément, quand ils seront eux-mêmes parents, leur fils il sera Giuseppe, et si c'est Alfieri, le fils sera Vittorio, etc. Et ça, c'est vrai, hein, ça s'est arrivé, donc c'est pas inventé du tout. C'est un vieux Sicilien qui m'a raconté ça, qui m'a dit voilà. Donc, bon, après, en plus, bon, les livres, à mon avis, perdent beaucoup dans les expressions siciliennes, parce que bon, c'est un peu comme traduire parfois des expressions tunisiennes. Et bien, il y en a quand même, j'en ai employé, mais c'est vrai que après, dans la traduction, on perd beaucoup. Mais le vieux de cette île me disait comme ça, me disait voilà, quand on trouvait quelqu'un, on le déclarait. Donc, ce sont des vraies histoires, donc avec beaucoup, c'est vrai, d'humour aussi, mais véridiques, voilà. Et voilà, après il y a beaucoup de phrases prononcées, je ne sais pas, en sicilien, ou par exemple quand on passait
de la maison de la prostituée, les gens se faisaient des signes de croix, ou encore, je sais pas, il y a plein de choses en fait qui reviennent dans cette Sicile assez croyante, il faut dire aussi, hein, surtout à l'époque. Une Sicile assez croyante, avec beaucoup aussi de préjugés, beaucoup de peur. Les prêtres quand même qui ont un pouvoir assez important sur la communauté et qui décident un peu de tout. Donc, bon, il y a un peu tout ça donc, de cette Sicile. Quando o diavolo liscia un pilo, vieni a dire che voli l'anima. Ah, bravo! Quand Diavolo liscia pilo vuol dire che vuole l'anima. Voilà, et c'est ça, non? Quand les diables, comment on peut traduire, je crois en français, Caresse le poil, voilà. Donc quand quelqu'un te dit, voilà, c'est bien, t'es beau, t'es ça, etc., ça veut dire qu'il veut quelque chose. Dans le sens du poil. Dans le sens du poil. Dans le sens du poil. Donc voilà, il y a toutes ces expressions, qui sont des expressions de vieilles, voilà, de ma grand-mère plutôt. Voilà. Bien, Alfonso Campisi, ça a été un plaisir. Merci. D'abord d'avoir lu Terre promise, avant les autres, qui vont le lire, d'accord? Et ensuite de t'avoir eu ici avec nous, on va discuter. C'était un vrai plaisir, merci de ta présence. Merci. Et au prochain roman. Et au prochain roman. Voilà, impatiemment. Alfonso Campisi, Terre promise. Les éditions, c'est Arabesque. Voilà, à lire absolument.